Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Pour vous informer ce soir dans Santé pour Yel, Annabelle Guiraud. Salut Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Quel est le thème de ta chronique ce soir ? Eh bien, c'est quoi être séropositif aujourd'hui en France ? Tel sera le sujet de la chronique Santé pour Yel. Soyez surtout à l'écoute. J'écris ton nom, c'est avec Valérie Beau. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Alors ce soir j'écris le nom de Stonewall qui est un recueil collectif où je pourrais sinon écrire le nom de 95 auteurs-autrices. Je vous raconte ça tout à l'heure. Ça va être passionnant encore une fois avec toi Valérie. Notre historien est de retour, Antoine Duvignal. Bonsoir, comment ça va Antoine ? Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Eh bien ce soir, ce sera une brève chronique sur l'histoire de l'opinion publique. Des livres et des livres, toujours des livres dans LGBTech avec Étienne Bon-Péfam. Bonsoir Étienne. Bonsoir Brahim. Ce soir, je vous propose de vous replonger dans votre adolescence torturée de jeunes gays avec une LGBD. Hugo est gay, Dugbart. Ce sera aussi passionnant. Merci Étienne. Alors aux manettes, pour réaliser notre émission, bonsoir à Nathan Hilero. Nathan Hilero, donc seul réalisateur ce soir, qui peut nous faire un petit coucou et on aimerait bien entendre aussi sa petite voix. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Et oui, cette émission je suis seul, mais c'est pas grave. J'espère qu'on va passer une super émission et puis j'espère que tout ira bien pour la suite. Chers auditeurs d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, les travaux sont bientôt finis, on va bientôt retourner à la normale. Donc, il n'y a pas de souci. J'espère qu'on passera une très bonne émission tous ensemble. Et en tout cas, je laisse Brahim dicter l'émission. Merci de rester avec nous. Le cercle des chroniqueurs. Nous sommes en ligne avec le psychanalyste Joseph Agostini, auteur de plusieurs essais, romans et pièces de théâtre. Bonsoir Joseph. Bonsoir Brahim. Merci d'avoir répondu à notre invitation téléphonique. Alors pour démarrer, j'aimerais que tu nous fasses un tour d'horizon de tes œuvres. Ouh là là. Tu as la soirée là ? Non, 3 heures ? en quelques secondes. Non. Non, mais déjà... merci de m'accueillir. J'en suis à mon 10e ouvrage et à ma 10e pièce de théâtre. Donc c'est vrai que ça brasse pas mal de monde, pas mal de comédiens et de metteurs en scène avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Un éditeur fidèle, François Sirot, des éditions En Volume. L'année prochaine, les éditions Albin Michel. Et puis... pas mal de choses. Alors ça va de Dalida et Gainsbourg sur le divan, donc la chanson populaire, psychanalyse de la chanson populaire, un manuel d'un psy décomplexé, manuel pour en finir avec la mort, Avez-vous le sens de l'amour avec Meta Chiteya, dernièrement Tueur en série sur le divan que j'ai écrit avec Jean-Benoît Dumontex qui est également psychologue. Et au centre LGBT, le 15 décembre, Mes vies sur Grindr, qui est une performance débat. Le principe de la performance débat, c'est 20 minutes de performance, c'est-à-dire vraiment réalité immersive Grindr, avec le langage Grindr, avec tout ce qu'on peut rencontrer sur cette appli de rencontre, la première appli de rencontre LGBT en termes de fréquentation. Et puis un débat avec un spécialiste, Alexandre Saint-Gevin, qui a fait une thèse sur Grindr et qui viendra nous parler de l'addiction aux applis de rencontre. Très bien, ça tombe bien parce que moi je ne connais pas du tout Grindr. Là je vais découvrir et tu m'expliqueras comment il faut qu'on aille sur l'application. J'espère que tout le monde me croit autour de cette table. Alors dans ton rôle de psychanalyste, tu t'intéresses donc à l'addiction, aux applis de rencontre en créant un concept que tu viens donc de dire, de performance, débat au centre LGBT. Et ça sera donc le mercredi 15 décembre à 20h30, une partie de l'équipe de Mon Micro, donc on y sera. On pourra voir, comme tu viens de dire, 20 minutes d'immersion dans Grindr avec le comédien Guillaume Lamort de Gaille, suivi d'un débat sur la dépendance au virtuel avec un psy spécialisé. Alors, dis-nous d'abord, comment est née cette idée de la performance débat, Joseph ?
Alors écoute, moi je suis vice-présidente de PsyGay, qui est une association contre l'homophobie qui rassemble des psys de toute obédience contre l'homophobie dans les lieux de soins. Ça part d'une constatation, hein, ça a été créé en 96 et les psys de l'époque, moi j'étais pas né en 96, comme tu le sais, mais les psys de l'époque se sont rendus compte qu'il y avait vraiment de l'homophobie dans les lieux de soins, qu'on ne traitait pas les jeunes LGBT de la même manière que les autres, que parfois il y avait, alors c'était pas de l'homophobie, une sorte de violence explicite parfois, mais en tout cas, c'était des psys qui avaient un vieil Oedipe dans la tête et qui, demandaient un peu quel était le problème avec papa-maman quand on leur parlait d'homosexualité, quoi. Voilà, en gros, un symptôme à absolument résoudre. Donc, PsyGay est né comme cela. C'est un annuaire de psychologues LGBT et gay-friendly qui, cet annuaire existe pour que des personnes LGBT qui ont vécu ce type d'homophobie avec leur psy puissent contacter un psy pour vraiment se sentir rassurés. Hein. Parfois, ce sont des gens d'ailleurs qui ont un parcours de soins pas simple, qui se sont retrouvés plusieurs fois face à l'incompréhension, voire l'intolérance des soignants. Et donc, c'est un annuaire qui permet aux personnes LGBT de se retrouver en sécurité, quoi, dans leur espace psychothérapeutique. Alors, et cette performance consiste en quoi exactement? Tu peux nous dire? Alors, la performance Mes vies sur Grindr, c'est... oui, alors c'est vrai que c'était ta première question. Donc, en fait, j'ai eu l'idée de cette performance débat parce que je me suis rendu compte que dans les séminaires, dans les congrès sur l'addiction, on parlait beaucoup de théorie, on se laissait finalement un petit peu penser, quoi. Voilà, c'était quelqu'un qui pensait à partir de tas de références, mais il y avait peu de contact avec la réalité pulsionnelle de l'addiction. Moi, j'avais envie de voir d'abord que c'était quelqu'un qui qui avait une véritable addiction sexuelle, qui était sur Grindr tout le temps, qui se levait avec Grindr, qui se couchait avec Grindr, qui enchaînait les partenaires. Et avant de passer à la théorie, avant d'expliquer comment l'addiction se met en place, comment qu'est-ce qu'on peut donner comme clé de manière à en sortir. Donc la performance, c'est cette réalité immersive. Donc le comédien va camper une quinzaine de personnages qu'on retrouve sur Grindr. Va en quelque sorte planter le décor. Le public va être complètement immergé dans cette réalité-là, la réalité des applis de rencontres sexuelles. Et puis, dans un deuxième temps seulement, on va parler théorie, on va en quelque sorte se mettre à penser, se mettre à réfléchir à ce qu'on est venu voir ce soir-là avec Guillaume de la Mort-du-Gail, donc le comédien. Tu parlais de quel est le profil en général des gens qui passent sur Grindr et qui passent leur vie sur Grindr. Donc il y a l'addiction sexuelle, mais peut-être que pas que ça quelque part. Il y a aussi la nuit où on tourne en rond. Et il faut avoir du temps pour passer du temps sur cette application. Et ça mène à quoi exactement? Oui, la Silicon Valley quand même a tout prévu, hein. C'est-à-dire il n'y a pas que Grindr d'ailleurs, hein, il y en a d'autres. Mais ces applis-là sont addictives par définition, c'est-à-dire tout est étalonné, calibré pour rendre addict leur public. Donc c'est pas du tout étonnant que il y ait une forme de dépendance qui s'installe, parce que le sexuel c'est quand même l'addiction première. Hein, tout part de là. Hein, et la pulsion, elle est quand même avant tout sexuelle, elle est avant tout dans le corps. Donc qu'il y ait une addiction à ce type d'appli, je pense que effectivement c'est quelque chose de quasi évident en fait. Hein, c'est la masturbation. Plus on se masturbe, plus on a envie de se masturber. Mais aller sur Grindr, c'est pareil. En revanche, ce qui est peut-être plus questionnant et plus inquiétant, c'est par exemple l'usage abusif de chemsex, la prise de risque qui est quand même parfois quelque chose d'extrêmement répandu dans la jeune population notamment.
alors la PrEP, là aussi, hein, il y a on sait bien sûr que la PrEP génère aussi une hausse conséquente des IST et que ce n'est pas parfois bien conscientisé chez certains. Donc il y a quand même des débordements, on va dire, qui sont dus aussi à ce type de consommation sexuelle que véhiculent les applications. Donc c'est tout ça, en fait, je pense que les dangers de l'addiction, c'est d'abord et avant toute chose, alors il y a deux choses. D'une part, effectivement, ce que je viens de dire, donc quand même une prise de risque pour sa santé, donc voilà, qui n'est pas à négliger. Et la deuxième chose, c'est l'impossibilité pour certaines personnes de se poser, c'est-à-dire ensuite d'avoir des relations durables. C'est comme si Grindr avait pris toute la place et qu'elles étaient incapables d'investir véritablement une relation, donc de tomber amoureux. Ce sont des personnes qui vont préférer la consommation sexuelle à une relation plus stable et qui ne vont pas pouvoir sortir de cette espèce d'engrenage. Et ça va les rendre très malheureux, très frustrés, mais dans le même temps, il y aura comme une impossibilité de dépasser cette dépendance. Ouais. Alors c'est quand même assez dangereux pour les jeunes qui ne connaissent que ces applications-là pour faire des rencontres. La rencontre naturelle dans un café, dans la rue, tout ça, elle se fait rare aujourd'hui et c'est inquiétant pour les jeunes, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis pas là pour exprimer une inquiétude personnelle. Moi, en tant que psy, je peux juste te dire une chose, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui sont sur Grindr et qui veulent en sortir. Alors, c'est quand même un paradoxe, tu vas me dire, parce que bon, quand on veut sortir, quand on veut arrêter quelque chose, s'il n'y a pas d'addiction, précisément, on peut le faire. En revanche, effectivement, ce sont des gens qui ne vont pas pouvoir arrêter cette consommation sexuelle parce que, quelque part, ils n'ont pas autre chose. Comme tu le dis, c'est l'ennui. Ils ne peuvent pas troquer cette consommation pour autre chose parce qu'ils ne rencontrent pas de partenaire. Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est effectivement l'addiction, c'est-à-dire eux-mêmes, inconsciemment, ne sont plus prêts à rencontrer. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est aussi qu'ils ne rencontrent pas de partenaire parce que sur Grindr, les partenaires qu'ils rencontrent ne veulent que du sexe avec eux. Ouais. Et donc il y a une double spirale, un double cercle vicieux qui se crée là et qui rend vraiment la rencontre, on va dire, plus pérenne, plus durable, quasi impossible pour ces gens. Ouais. Donc c'est effectivement, il y a une grande souffrance. Ce sera ma dernière question, Joseph. Alors, après cette performance, place au débat. Qui pourrait prendre la parole à ces débats? Donc, une fois que le comédien aura joué sur scène pendant 20 minutes, il y a un échange un peu. Comment ça se passe? Dis-nous tout. C'est ça. Donc, c'est le comédien qui joue 20 minutes. Donc, on est en immersion totale dans le langage Grindr. C'est comme si on y était. Ensuite, Alexandre Saint-Gevin viendra avec moi, me rejoindra. On prendra évidemment l'avis du public qui a beaucoup réagi lors de la première en 2020. On a eu beaucoup de réactions très émues d'ailleurs. On a été vraiment très étonnés parce que les gens sont à la fois excités et émus. C'est très bizarre comme alchimie parce qu'ils ont l'impression de se voir, de s'entendre et dans le même temps, alors ils sont à la fois donc excités parce que quand même on parle de sexe, crûment. Donc ça suscite quand même, c'est un peu comme si on était vraiment là dans la consommation, mais aussi ils sont capables de distance et donc ça crée vraiment des mouvements. Parfois on se regarde finalement à travers le comédien et on est inquiet de se sentir peut-être un peu dépassé par la pulsion. Donc voilà. Place au public, effectivement, le public qui donne son avis. Et puis ensuite, Alexandre Saint-Gevin qui viendra nous parler de chiffres concernant l'addiction sexuelle, qui viendra nous parler de chiffres concernant les façons d'utiliser Grindr en France et dans le monde. Donc, on va passer effectivement à la théorie, aux chiffres, de manière à avoir une vue d'ensemble de ce dont on est venu parler durant cette performance débat. Ça se passera donc mercredi, le 15 décembre à 20h30 au centre LGBT Paris. Est-ce que cette performance sera amenée à voyager après ?
Écoute, on espère bien. Nous, on a été complètement stoppé par le Covid parce que c'est vrai que le succès en 2020 nous avait vraiment donné des ailes. Le succès de cette performance débat, il y avait un monde fou au centre LGBT pour la première. Et puis ensuite, le Covid est passé par là. Alors, on espère vraiment que les mairies, les associations, les écoles vont se sensibiliser à cette question de l'addiction aux applis. Mais également, on propose des performances débat en ce qui concerne l'homophobie, en ce qui concerne le harcèlement scolaire. On ne veut pas s'arrêter à l'addiction. Le concept de performance débat, oui, bien sûr, est appelé à voyager. Et je pense qu'il pourrait sensibiliser vraiment des gens qui n'iraient pas dans un débat traditionnel, qui se retrouvent davantage dans ce type de format. Merci pour ton travail, Joseph Agostini. Rendez-vous le 15 décembre à 20h30 au centre LGBT pour Mévi. Merci beaucoup, Brahim. À bientôt. Une très bonne soirée. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et c'est le moment de notre page histoire avec Antoine Duvignal. Quel est le mot qui a retenu votre attention cette semaine ? C'est un mot qui fait partie de notre quotidien. On le retrouve partout et tout le temps. Un mot omniprésent, particulièrement en période électorale. Ce mot, c'est opinion publique. Il interroge, parce qu'il a toute l'apparence d'un oxymore. Après tout, une opinion, c'est de l'ordre du privé, de l'intime, et comment pourrait-elle être publique ? Pourtant, aujourd'hui, l'opinion se définit comme une majorité mesurable, quantifiable, grâce à la technique du sondage. Eh bien, avant d'effectuer cette mue, c'est une notion qui a eu des sens bien différents. Alors, à quand peut-on faire remonter la notion d'opinion publique ? Elle correspond d'abord, on va dire, de l'Antiquité au Moyen-Âge, à l'opinion des hommes ordinaires. Ce sont les opinions qui traînent, c'est-à-dire un mélange de préjugés et d'idées courantes que les esprits savants se doivent d'ignorer, mais que les princes, eux, se doivent d'entendre pour mieux surveiller, pour mieux discipliner. Arrive Gutenberg. Avec lui, la technique de l'imprimerie se modernise et se développe. Grâce à elle, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, se constitue un public éclairé, ce qui aura d'ailleurs, entre autres conséquences, la naissance des premières batailles d'opinion. À ce stade, l'opinion publique est donc celle d'un public dont la pensée mérite d'être publiée. En fait, derrière elle se cache l'idéal normatif d'une élite qui considère que le peuple est incapable d'exercer sa raison. Et où se situe donc le tournant vers une conception moderne de l'opinion publique, celle que nous avons aujourd'hui, par exemple ? Alors, c'est avec la Révolution et l'avènement symbolique du peuple, on peut y mettre des guillemets d'ailleurs, que les cartes se brouillent. Il ne s'agit plus de la partie la plus compétente de la société qui est habilitée à publier ses idées, mais de l'opinion du public le plus nombreux. C'est une bascule fondamentale pour comprendre ce qui va suivre, c'est-à-dire la volonté de mesurer, de quantifier l'opinion publique. Cette volonté de mesurer avec rationalité est quelque chose qui apparaît aux États-Unis au milieu du XIXe siècle. On commence par l'appliquer aux études de marché, mais rapidement aussi aux consultations électorales avec les échéances politiques majeures. Et c'est de cette façon qu'en 1932, un certain George Gallup et son institut prédisent l'élection de Franklin Roosevelt. Pour cela, ils mettent au point avec rigueur un échantillon de seulement quelques milliers de personnes et la victoire de Roosevelt survient. Par la même occasion, survient également celle de la méthode du sondage. Un bel avenir donc s'ouvre alors aux instituts sondagiers, j'imagine. Ben oui, c'est une méthode en effet qui aura peu de mal à convaincre les pays occidentaux. En France, l'importation du sondage se fera grâce au dénommé Jean Stetzel, qui, en 1938, crée l'Institut d'opinion publique, plus connu sous l'abréviation d'IFOP. Dans sa suite, les instituts de sondage se multiplient, la Sofres et bien d'autres. En réalité, à travers tous ces instituts, ce sont les sondages qui détiennent le monopole de l'énonciation de cette opinion publique si recherchée. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer. Ce sont eux qui, aujourd'hui, prétendent pouvoir dire ce que pense l'opinion. Merci Antoine Duvignal. À bientôt pour de prochaines histoires. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et nous passons à la musique, Nathan.
Effectivement, et pour cette première musique, je me disais il fallait rendre hommage à la chronique d'Antoine et prendre une chanson qui soit en rapport avec sa chronique. Et je me suis dit il fallait que je pense à une chanson qui notamment pouvait essayer de comprendre en tout cas ce qu'il venait de dire pour certains de nos auditeurs. Et donc du coup, la chanson qui se rapportait le plus à cette chronique, c'était bien sûr la chanson de Georges Brassens qui s'appelle La mauvaise réputation. Et on va l'écouter tout de suite. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous venons d'écouter Georges Brassens en hommage de notre ami Antoine Duvignal. Et nous passons tout de suite à Santé Pourriel, être séropositif avec Annabelle Guiraud. Ce mercredi 1er décembre 2021, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Avant de poursuivre plus loin cette chronique, je vous propose de réviser certains termes. VIH, virus de l'immunodéficience humaine. SIDA, c'est la maladie induite par le virus VIH. Elle se traduit par un affaiblissement du système immunitaire. Séropositif, personne porteuse du virus VIH. Séropositif qui prend un traitement chronique contre le sida est une personne qui a une charge virale indétectable. Elle ne transmet plus le virus. D'ailleurs, on ne parle plus de malades du sida, mais de personnes vivant avec le VIH. Maintenant que l'on a posé les bases, regardons ce qui se passe en France. Eh bien, 40 ans après, l'épidémie de VIH, même la pandémie, est toujours là. En moyenne, 6500 Français par an découvrent leur séropositivité. Or, depuis 2020, ce chiffre a chuté. Pourquoi ? Le sida a été invisibilisé par une autre pandémie, le Covid. L'organisation et la communication autour des tests antigéniques et RT-PCR sont telles que l'on pourrait croire à la disparition du VIH, à la fin de la nécessité de se faire dépister. Or, ce n'est pas le cas. Les messages de lutte contre le sida sont juste restés non perceptibles, non audibles par rapport au tsunami Covid. Ce manque d'information aura sans nul doute un effet rebond sur le nombre de personnes ignorant être porteuses du VIH. Car déjà, en temps normal, chaque année, 24 000 personnes ignorent être porteuses du VIH en France. Donc là, on peut s'attendre à une augmentation des cas de séropositivité ces prochains mois, prochaines années. Alors, on a beaucoup parlé là de la quantité d'infos et de sa qualité. On en parle ? On est noyé dans un océan d'infos par des médias d'information, de désinformation, de non-information. Fléau de notre époque 2.0 ? Figurez-vous que non. Dans le journal du sida de décembre 2008, alors c'est un bulletin d'information qu'on peut retrouver gratuitement sur Internet, qui a été numérisé par l'association ARCAT, entre parenthèses. Eh bien, dans ce journal du sida, on lisait déjà
il y a un considérable abîme entre la masse d'informations disponibles sur place et l'information à laquelle auront en définitive accès le public, ou plutôt les publics. L'information passe ou ne passe pas, ou encore passe après une série de filtres plus ou moins déformants, selon des critères qui font manifestement une plus large place aux exigences des pouvoirs politiques, médicales et médiatiques, qu'à l'exigence de la vérité ou à celle de la déontologie. Car oui, il est important que les populations à risque puissent avoir accès à de l'information juste et accessible, accéder au dépistage. Et ce n'est pas tout. Il est important que les personnes diagnostiquées et positives soient prises immédiatement en charge avec un traitement adéquat. Avec les progrès des thérapies antirétrovirales, une personne diagnostiquée séropositive et qui prend son traitement de manière chronique a une espérance de vie comparable à une personne non porteuse du virus. Et puis, d'ici la fin de l'année, va apparaître un nouveau traitement qui va considérablement alléger la vie des patients. Car oui, fini la prise quotidienne de comprimés. Prochainement, la prise orale et journalière d'antirétroviraux sera remplacée par une injection intramusculaire tous les 2 mois. Nouvelle avancée thérapeutique accessible aux patients VIH volontaires, contrôlés régulièrement et avec un traitement par voie orale. Enfin, dernier volet de cette chronique, les mythes et les idées fausses qui perdurent et contribuent à la stigmatisation et la discrimination liées au VIH dans le monde du travail. Dans un rapport de l'Organisation internationale du travail et de l'Institut de sondage Gallup International, on apprend que les attitudes stigmatisantes et discriminatoires sont alimentées par un manque de connaissances sur la transmission du VIH. Par exemple, seule une personne sur 2 sait que le VIH ne peut pas être transmis en partageant même une salle de bain. Oui, vous avez bien entendu, partager une salle de bain. Quand une personne déclare sa séropositivité sur son lieu de travail, une majorité d'entre eux vont quitter leur emploi. Car oui, être salarié et séropositif, aujourd'hui, c'est la crainte du téléphone arabe, très rapide dans le microcosme de l'entreprise. C'est la crainte des discriminations. Être séropositif aujourd'hui, c'est encore vecteur de discrimination polymorphe, lié au sida, mais pas que. Il y a aussi le genre, l'orientation sexuelle, l'origine. C'est prendre des congés pour ses examens médicaux périodiques, par crainte de stéréotypes. C'est aller à la pharmacie chaque mois pour renouveler son traitement. Donc une contrainte à prendre en compte dans l'organisation de sa vie, ses déplacements. Sans compter les personnes qui travaillent à l'international, dans des pays où les médicaments rétroviraux sont indisponibles et ou dans les pays LGBT-phobes où l'on peut craindre pour sa liberté et sa vie. Compliqué, n'est-ce pas? Je vous entends déjà me poser la question. Doit-on révéler sa séropositivité à son employeur? Aucune situation oblige à révéler sa séropositivité à son employeur. Article 9 du Code civil. Votre état de santé ne le concerne pas. De même, rien ne vous oblige à parler de votre séropositivité au médecin du travail. Ce n'est pas un critère pour définir votre aptitude à effectuer votre travail. Par contre, si vous demandez des aménagements de poste pour des raisons médicales, vous devrez évoquer vos problèmes de santé et probablement votre séropositivité. Alors, quelles actions peuvent alors mener les entreprises? La base, sensibiliser au VIH, la direction, les managers, les salariés. D'ailleurs, les formations en ligne, en mode anonyme, permettent de toucher un plus grand nombre de personnes. Un conseil en passant. Et oui, le sida, c'est tabou et encore tabou. Sensibiliser plus spécifiquement la direction aux problématiques de déplacement impactant les salariés séropositifs sous traitement. Ça aussi, c'est une piste. C'est aussi instaurer une politique de la non-acceptation de la discrimination, créer un climat de confiance, promouvoir l'inclusion, l'intégration en entreprise. En bref, avoir une réelle et sincère démarche globale de responsabilité sociétale des entreprises et de qualité de vie au travail. L'entreprise doit être un relais, diriger les personnes séropositives vers des associations spécialisées. Aide, Séropote, Arcade par exemple. Ce sera beaucoup plus efficient qu'une gestion interne avec les services RH et la médecine du travail. L'avantage de ces organisations, c'est leur infrastructure en réseau et leur interdisciplinarité. Elles peuvent fournir des infos gratuites sur le VIH et la santé sexuelle, des médiateurs, des aides juridiques, disposer de centres de dépistage, guider la personne dans ses soins, autres. Car oui, une personne séropositive peut être aussi touchée par des pathologies chroniques, hépatiques, cardiovasculaires, diabète. Comme vous l'avez compris, la France est dotée de moyens pour lutter contre le VIH, dépister le sida et aider les patients VIH à vivre mieux, à vivre bien. Hormis l'argent, le nerf de la guerre, la diffusion d'une information de qualité, l'éducation, est indispensable pour réussir à combattre le VIH à grande échelle. En espérant que cette chronique sera entendue au plus haut, le plus loin. Enfin, n'oublions pas la recherche, qui a besoin de nous, en faisant un don en ligne à SIDAction. Car c'est aussi comme cela que l'on peut participer à améliorer le quotidien des personnes séropositives. Merci
Il y a quand même de bonnes nouvelles. Oui, Ah oui, ouais. dans quelques semaines, nouveau Dans quelques traitement, semaines, oui. une piqûre dans chaque fesse. Oui. Puisque voilà, les 2 comprimés de rétroviraux vont être remplacés par 2 injections et une dans chaque fesse parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger les 2. Ouais. Voilà, exactement. Oui. Petit aparté. Est-ce Antoine qu'il y a, à propos de cette piqûre dans les petites fesses, là, Oui. est-ce qu'il y a un protocole qui est accessible aux personnes VIH? La phase recherche a été faite et maintenant Oui. ça va rentrer sur le marché là dans quelques semaines. D'accord. Oui. D'accord, ok. Très bien. Mais pour des personnes ciblées, pas pour toutes. Oui, Voilà. c'est- Faut d'abord qu'elles soient suivies de manière depuis un certain temps et qu'elles aient pris au préalable leurs comprimés rétroviraux pendant aussi un certain temps. Voilà, on ne va pas passer direct à l'injection. Non, bien sûr, bien sûr. Merci, docteur. Étienne souhaite réagir. Ben, merci beaucoup pour cette chronique et ces précisions. C'est vrai que c'est marrant, hier je lisais Cortisol Queen, dont on avait déjà parlé, et dans ce livre, le personnage se rend à la pharmacie et se mange toutes les critiques du monde parce qu'il il demande le traitement post-exposition, et c'est le genre d'humiliation que doivent vivre au quotidien les personnes séropositives, avec le côté c'est votre faute, qu'est-ce que vous avez fait Les idées reçues. Exactement. Alors que c'est pas parce qu'on a une vie dévergondée qu'on l'attrape, c'est parce qu'on a une vie dévergondée qu'on l'attrape pas, et que on n'a pas à se sentir honteux de l'avoir. C'est une maladie, comme une personne qui a le Covid, elle n'est pas plus fautive qu'une autre. Et il n'y a pas que les hommes qui ont des rapports avec les hommes qui sont impactés. C'est vrai que c'est la plus grande majorité des séropositifs, mais pas que. Il y a aussi les personnes qui viennent de pays étrangers, notamment de l'Afrique subsaharienne. Et il y a aussi les prisonniers. Les prisonniers. Ouais, Ah oui. en 3e position. Ouais. Et alors, on prend toujours autant de risques, même s'il y a plein de campagnes, justement, où on nous demande de nous protéger absolument et autres. Moi, je suis en contact avec un certain nombre de personnes qui me disent moi, quand je prends des risques, pendant l'acte sexuel, je prends des risques parce qu'il y a le plaisir et j'oublie le préservatif, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Hein. Oui. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est quand même assez fréquent aussi chez les jeunes et autres. On se dit finalement, même s'il y a des campagnes, tout ça, il y a ce risque qui est pris à un moment donné, au moment de l'acte. Et en plus, les gens consomment le sexe chez eux, parce que pendant longtemps, c'était les lieux de convivialité, on va dire, étaient fermés. Lieux de convivialité où il y a des messages de prévention partout. Du coup, ils oublient les gestes élémentaires de prévention. Effectivement. Donc il faut absolument se protéger, se protéger, se protéger. Merci pour cette chronique, Annabelle. Et tu reviendras sous la casquette santé pour Yel, pour nous revenir sur des choses qui vont nous protéger à chaque fois, j'espère. Oui. Alors, sa chronique santé, la prochaine sera en 2022. 2022. Oui. Et on parlera certainement de la santé des femmes. Ouais. Merci, Annabelle. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous enchaînons tout de suite avec la chronique LGBTech avec Étienne Bompé-Femme. Tu veux nous parler de quel livre ce soir ? Eh bien, ce soir, Brahim, je vais vous parler de la bande dessinée Hugo et Gay, Duc Bart, parue aux éditions La Boîte à Bulles en 2021. En 2021, pas vraiment en fait. Hugo et Gay est en réalité une mise à jour de la bande dessinée Dans la peau d'un jeune homo qu'Hugues Bart avait sorti en 2007. Comme il l'expliquait à Florian Kess pour Tétu en avril, la première version s'est bien vendue pendant très longtemps, mais depuis quelques années, elle ne se vendait plus trop. Comme il trouvait que c'était dommage, il l'a relu et a compris pourquoi. Sa bande dessinée est devenue anachronique. En une quinzaine d'années, les enjeux des adolescents ont changé, alors il a repris son crayon et a cherché un moyen de raconter l'homosexualité à travers un prisme plus contemporain. Le résultat, c'est Hugo et Gay. Oui, en 2021, on ne dit plus trop homo. L'histoire de base reste la même. Hugo est un collégien de 14 ans dans les années 90. Il se sent différent des autres garçons de son âge, il le voit. Contrairement à ses autres camarades, il a des manières. Son entourage est exclusivement composé de copines. Il regarde les autres garçons dans les vestiaires. Bref, Hugo se demande s'il ne serait pas un peu homo sur les bords. Pour en être certain, il va se renseigner. Dans les années 90-2000, Internet en était à son âge préhistorique. Pas de Google, pas de Wikipédia, pas de blog, nada. La seule solution pour savoir ce qu'il se passe en soi et autour de soi, c'était les livres. Alors, Hugo file à son CDI et se plonge dans les livres traitant de l'homosexualité pour comprendre ce que c'est qu'être gay.
Cette bande dessinée, Hugo est gay, se présente comme un enchaînement de scénettes qui montrent le quotidien de l'homophobie ordinaire, des questions et angoisses d'un collégien étranglé par des interrogations sur sa propre sexualité et donc normalité par rapport aux autres. Parce que, pour rappel, pour les moins jeunes d'entre nous, au collège, la seule chose qu'on recherche, c'est d'être comme les autres. Hugues Barthes va donc nous montrer la découverte de sa sexualité, les remarques, réflexions, insultes que les personnes disent comme ça, en passant, mais qui vous frappent comme des uppercuts aux nombreux coming out que l'on doit faire dans sa vie, sa mère, son père, sa grand-mère, ses amis, etc., etc., etc. Voici donc l'histoire originale. Cette partie ne change pas. L'ajout par rapport à Dans la peau d'un jeune homo s'appelle Augustin. Ce dernier a aussi 14 ans, mais il débarque tout droit de 2021 avec son smartphone, son mariage pour tous, ses stars sorties du placard, etc. Pour Hugo, c'est le choc, voire le bonheur. Rendez-vous compte, le monde va aller mieux pour les LGBTQI+, terme d'ailleurs totalement inconnu à cette époque, où la diversité se résumait à gay, lesbienne, voire bi, le bi étant toujours l'enfant pauvre des LGBT, perçu comme un stade d'acceptation entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Bref, je m'égare. Donc, pour Hugo, l'avenir, c'est plus de discrimination, plus de crainte de faire son coming out, plus d'angoisse, quoique... Et le génie d'Hugues Barthes est donc de mettre ici en lumière les avancées que la société a faites en 15 ans et les marches qui restent encore à gravir pour que les jeunes LGBTQI+, se sentent enfin aussi mal dans leur peau que tous les autres adolescents. Tu pourrais me conseiller ce livre, Étienne ? Eh bien, c'est une excellente question, Brahim. Je ne sais pas vraiment à qui conseiller ce livre. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas fan des bandes dessinées à sketch. J'ai toujours besoin d'une histoire qui me tienne de la première à la dernière page. Cependant, je me suis reconnu dans ce jeune Hugo qui cherche à se sentir normal. J'ai vécu, comme beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, cette gêne dans les vestiaires des garçons. Ce moment où tout le monde déballe ses friandises, mais où il faut faire semblant à tout prix de ne pas aimer les bonbons, où il faut prier tous les saints pour éviter de bander. Oui, j'ai dit saint, S-E-I-N. J'ai angoissé à l'idée que ça se sache. J'ai crevé tous les jours de me sentir différent, seul partout, sans personne qui soit comme moi, et puis cette résignation de mourir un jour seul dans ma perversité. J'ai pris sur moi pour sortir avec des filles parce qu'il le faut, comme ces plâtrés d'épinards qu'on vous sert à la cantine. Après tout, il n'y a que ça à bouffer. Bon, dit comme ça, ce livre paraît sombre et déprimant, mais pas du tout, au contraire, c'est drôle. Hugues Barthes arrive à nous faire sourire, voire rire de nostalgie à chaque page. Et puis le style fin du dessin m'a beaucoup plu. Alors on peut imaginer que tu peux le conseiller à tous nos auditeurs. Eh bien, je ne sais pas. Nous n'avons jamais été aussi proches de Noël. J'aurais aimé vous dire que ce livre est un cadeau idéal, mais le titre. Pour moi, c'est le livre parfait pour les adolescents qui se cherchent, angoissent et n'aiment pas lire. Mais le titre. Un jeune homo qui se cherche osera-t-il rentrer chez lui avec un livre dont un gros gay s'affiche sur la couverture ? Un garçon mal dans sa peau prendra-t-il bien qu'on lui offre un livre qui s'appelle Hugo est gay ? Autant lui offrir un drapeau arc-en-ciel, l'album de Lil Nas X, et lui demander de faire du lip-sync sur Mylène Farmer. Si vous voulez le braquer, allez-y. Donc, jeunes auditeurs, ce que je vous conseille, c'est de l'acheter dans votre librairie préférée et de le glisser dans un sac en plastique noir. Vous comprendrez dans quelques années pourquoi un sac en plastique noir. Et pour les gays de ma génération, ce sera une Madeleine de Proust qui nous replongera dans une période de notre vie où on n'aurait vécu que d'une chose, être plus vieux et oublier tout ce qu'on pouvait vivre. Et alors Étienne, moi qui ne suis pas de ta génération, dis-moi. Eh bien, tu te reconnaîtras dans certaines scènes. C'est vrai ? Comme les vestiaires, traumatisme, LGBTQI+, intemporel. J'ai de bons souvenirs dans les vestiaires même, mais je dirais lors d'une prochaine émission. Toi aussi, t'aimes les bonbons, a priori. Mais oui, peut-être pas dans toutes les situations que propose Hugues Barthes. Donc, ce que je te propose, c'est que tu lises la bande dessinée et que tu reviennes lors d'une autre émission où on te réinvitera pour nous dire ce que tu as pensé, toi, de cette BD. Merci, c'était en tout cas passionnant. Ça fait rire notre ami Antoine, mais réagis un peu. Pas que, tout le monde rit. Tout le monde riait. Qu'est-ce que tu as retenu de cette chronique, Antoine ? Elle est très très bien écrite et c'est un plaisir de t'entendre. Vraiment, et on a envie quand même de s'y plonger. Moi, oui, j'ai envie de voir un petit peu, j'irai un petit peu fouiller justement au mot à la bouche. Ouais. Alors, tu parlais de vestiaire, tu as fait du sport en fait. Raconte-nous un peu les anecdotes. Alors oui, j'ai fait un an de rugby, ça se voit à ma carrure. Ouais. Ah ouais. Mais au bout de 3 mois, j'ai pas trop aimé parce que je restais principalement sur le banc. Parce que à cause de ma carrière. Ouais. Et sinon non, j'ai fait un peu de course, rien de méchant. Et l'ambiance vestiaire ? Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Ah ouais. Ouais, non.
Bien. Trop Et macho. tu n'as pas fait l'hélicoptère? Ah non. Hélicoptère, pour les auditeurs qui ne comprendraient pas. Antoine. Mais ceux qui connaissent comprendront. Bien. Annabelle. Eh bien, tu parlais du sac plastique noir. Mais est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, avant on était mal à l'aise, et aujourd'hui, l'est-elle vraiment? Ah, bonne question. Parce que c'est vrai que dans la rue, on voit beaucoup de jeunes, d'ados, 12-13 ans, qui peuvent se tenir la main, qui sont du même genre, et ils n'ont pas l'air très préoccupés. Très juste. Après, moi, je me dis que c'est une histoire qui te parle quand tu es dans un univers qui ne te parle pas. C'est là où le livre devient intéressant. Et généralement, dans beaucoup de cas, et aujourd'hui encore, c'est dans la cellule familiale où tu ne te sens pas à l'aise, représenté, et où c'est la première démarche que tu vas devoir faire, c'est le regard de tes parents sur ce qu'ils attendaient de toi et ce que tu n'apportes pas, et cette honte la honte et le sentiment de les décevoir. Donc l'amener, quand tu vas aller vers ce livre-là, moi je me dis que c'est au moment où tu es dans la phase d'acceptation, et tu n'auras pas forcément envie d'arriver, de le poser sur la table, sauf si c'est une manière pour toi de faire ton coming out, mais c'est mon interprétation et j'espère que j'ai tort. On est encore dans une société où l'hétérosexualité va de soi. Et donc, on doit faire un coming out et se signifier différent. Donc, il y a déjà une sorte de forme de violence. Très juste, ouais. Et peut-être que dans la rue, effectivement, il y a une certaine liberté, surtout à Paris ou dans des grandes villes. Mais au collège, effectivement, on veut se planquer, rentrer dans le moule. Et je pense que c'est encore le cas, parce qu'on a déjà vu, dernièrement, il y a eu encore des violences. Et voilà, il y a encore des conséquences. Et la BD, j'espère qu'un jour, elle sera juste archéologie pour savoir comment c'était dans le vieux monde. Ouais, j'espère aussi. Bien, en tout cas, tu t'es retrouvé dans ce livre. Ah, tout à fait. Ouais. Antoine. Oui, là c'est bon. Bien sûr, ta chronique était très intéressante, très amusante. J'ai beaucoup apprécié. Là, on parle du coming out des jeunes, la difficulté, etc. Mais il y a aussi la même difficulté, pire d'ailleurs, pour les transgenres, c'est-à-dire les ados à 14 ans, parfois, même souvent avant, bien avant même, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas bien dans leur corps, c'est-à-dire que ce n'est pas leur genre et qui veulent changer de sexe et qui commencent leur transition. Et cela, il y a eu un film là-dessus que j'ai vu d'ailleurs qui est remarquable. Alors je cherchais le titre mais je le retrouve pas. C'est terrible, c'est absolument terrible parce qu'alors là pour le coup les vestiaires, c'est difficile quand même, et pas que. Et les parents aussi. Enfin bref, voilà, il y a tout ça. Le père qui refuse. Effectivement. Un autre type de coming out. Effectivement, et on n'y pense pas toujours. Effectivement, on avait reçu des jeunes lors de la dernière émission qui étaient la plupart transgenres, et donc c'est la dernière émission qui a été postée tout à l'heure par Mathieu, que vous pourrez écouter. On a évoqué justement le sujet. En tout cas, merci pour ce livre, cette découverte. Et tu as déjà une idée du prochain livre que tu présenteras au micro en avant-goût ou pas du tout? Comment tu t'organises? Je pense que ce sera plusieurs livres pour la fin de l'année. Je me dis les meilleurs livres que j'ai lus cette année et ceux que j'aimerais lire l'année prochaine. Bien. Très bien. Et Antoine sera là certainement pour écouter. Et si tu peux faire aussi drôle, ce serait très bien aussi. Il est toujours drôle, Étienne. Comme bien sûr Annabelle et Valérie. Merci. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Tu aurais pu apporter le livre et le remettre à Nathan pour qu'il puisse le lire, parce que je pense qu'il était vraiment à l'écoute. Oui, effectivement, j'étais à l'écoute. Et même au niveau de cette chronique, il y a notamment aussi la musique aussi que j'ai voulu choisir, qui, on va dire, parle notamment aux gays et aux LGBT en général. Parce que c'est le livre, et là justement cette BD, elle permet aux adolescents de pouvoir se découvrir et donc d'apprendre sur eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que la chanson, elle permet aussi d'apprendre sur elle-même. Ouais. Et donc j'ai choisi une chanson qui s'appelle Still Learning de Halsey, et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette chanson, c'est parce que ça permet aussi, comme la chanson dit dans son titre, de toujours apprendre qui on est. Should be living
but I'm living with a security team, and that ain't gonna change, no. I got a paranoia on me, and you wouldn't believe everything that I say, you know. Coming apart at the seams, and no one around me knows who I am, what I'm on, who I've hurt, and where they're gone. I know that I've done some wrong, but I'm trying to make it right. To the one I love, bring me round, get me out right now. I know that I love you, but I'm still learning to love myself. But I go home and I got no self-esteem. You think I'm swimming in green, but it's passed around my family tree. No man wants to really commit. Intimidated cause I get paid and shit. In the cloud, you're reading my lips, but no one around me knows who I am, what I'm on, who I've hurt, and where they're gone. I know that I've done some wrong, but I'm trying to make it right. Same mistakes on and on. To all my friends, I'm sorry for. You know that I love you, but I'm still learning to love myself. I'm still learning to love myself. Oh, I try and I try to remember sometimes. If I breathe, it's alright, but some things don't change. I'm still learning to love myself. Who I am, what I'm on, who I've hurt, and where they're gone. I know that I've done some wrong, but I'm trying to make it right. To the one I love, bring me round, get me out right now. I'm still learning to love I'm still learning to love myself. And I try to remember sometimes. If I breathe, it's alright, so some things don't change. I'm still learning to love myself. To love myself. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous sommes, et je suis entouré toujours avec du beau monde à la réalisation Nathan, Annabelle pour sa chronique, vous venez d'entendre, mais aussi Antoine Duvignal. Vous venez aussi d'entendre Étienne Bompé-Femme. Et là, il est l'heure de tendre l'oreille, puisque Valérie Beau écrit le nom de... Stonewall. J'ai choisi donc aujourd'hui de vous présenter l'ouvrage collectif Stonewall. Remercions tout particulièrement Quentin Westrich, ce cheville ouvrière de ce vaste projet. Merci aussi de m'avoir proposé d'y contribuer. L'ouvrage est publié par la dynamique maison d'édition Abstraction et je vous invite à découvrir son catalogue exigeant et engagé. La photo de couverture de l'ouvrage est réalisée par Marc Kiscar. Un demi-siècle après les émeutes de Stonewall, naissance de notre rébellion, ce livre retient l'esprit. Libre, en lutte contre les discriminations et l'uniformité de la pensée. Stonewall est un recueil collectif de textes en soutien à Urgence Homophobie. Il a pour but de reverser les fonds à cette association qui précédemment s'appelait Urgence Tchétchénie. C'est une association créée en 2017 pour lutter contre les persécutions subies par les personnes LGBTI en Tchétchénie et ailleurs. Aujourd'hui, l'association mène une action auprès de personnes en demande d'asile en France et en provenance de près de 15 pays pour leur permettre de se reconstruire. Pour ce livre, 95 auteurs, autrices, artistes internationaux se sont mobilisés
pour soutenir l'association. Participation exceptionnelle ou plume inconnue, de toute génération, de tout pays. Un échantillon des auteurs, notons Isabelle Adjani, Nina Bouraoui, Andreas Becker, Jean-Denis Bonan, Julien Sandre, Stéphane Corbin, Catherine Corsini, Brigitte Carnel, Sylvia Roux, Grégory Huc, Léonore de Récondo, Tara Lénart, Philippe Besson, Gilles Leroy, Alexandre Jolien, Abdella Tahi, Suzanne. Ce recueil réunit une centaine de textes, en majorité inédits, textes en prose, nouvelles, théâtre, poèmes, haïkus, chansons, slams, témoignages, insérés en cohérence au fil des pages, un parti pris formel, désiré assumer, d'être hors des cases pour incarner l'expression même de la diversité. Thématique LGBTQI+, liberté, résilience, désir, transgression, révolte, amour. Stonewall a été conçu comme un voyage littéraire et artistique où le pouvoir de l'art se fait écho de voix plurielles et uniques. Livre libre qui dévoile la richesse de ses regards sur chaque page et invite le lecteur à briser les murs. La préface est écrite par Leila Slimani. En voici un extrait. À Vienne, dans les années 1930, la devise de la ville était « Vivre et laisser vivre ». Et lorsque j'étais adolescente, cette phrase me semblait d'une simplicité enfantine, d'une évidence si claire que je ne comprenais pas qu'il puisse en être autrement. En devenant adulte, j'ai mesuré à quel point nos existences empoisonnées par l'immixtion des autres, de Dieu, de l'autorité dans nos choix les plus intimes. Rien jamais ne pourra éteindre ma révolte devant ces destins brisés, ces vies anéanties. Je consacrerai mon existence à les raconter, à plonger dans le secret de leur cœur pour dire des chagrins trop longtemps tus. Et un jour peut-être nous vivrons partout, selon la devise de Vienne, avec au cœur rivé la conviction que seule une vie libre vaut la peine d'être vécue. Ce livre a reçu le prix du roman gay 2021, catégorie recueil collectif. Alors vous pouvez le commander dans toutes les librairies, absolument toutes, évidemment particulièrement aussi au Mot à la Bouche où il est largement présenté. Merci Valérie. Un tour de table. Valérie, est-ce que tu sais comment ont été sélectionnées les autrices et auteurs ? Il y a eu un appel à projet et pour ma part, on est venu me proposer d'écrire un texte. Oui. Voilà. Et donc c'est un travail remarquable parce que 95 auteurs, autrices et du monde entier. Il y a aussi des traducteurs qui ont travaillé, voilà, le photographe, et tout le monde a donné ses droits pour l'association, enfin pour le projet. Donc ça a duré plusieurs années puisque le projet était déjà initié avant les épisodes Covid et compagnie. Et ensuite, voilà, c'est arrivé, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Étienne ? Et de quoi parle ton texte ? Ah, mon texte s'appelle « Traversée amoureuse ». Donc mon texte est une visibilité, on va dire, bisexuelle, pansexuelle. C'est une femme qui attend une femme et en fait, elle ne sait pas si l'autre femme va pouvoir lui aller vers elle de façon publique à montrer son amour. Et elle est très étonnée parce que dans d'autres vies qu'elle a eues avec des hommes, ça allait de soi. Et donc, elle voit la différence entre ces deux mondes. Il y a eu d'autres textes aussi sur ce même sujet avec Léonore de Récondo qui a aussi écrit là-dessus. C'est dommage, tu ne l'as pas là sous les yeux, ton texte ? Si, je l'ai, mais ça prendrait on a du temps. Un petit peu... Le temps que tu tombes sur la bonne page. Voilà, sur la bonne page. Et puis ensuite, si j'ai pas le temps de lire le tout, vous irez le chercher et courir au à la bouche. Oui. C'est déjà agréable d'entendre le bruit des pages qu'on tourne. Oui. Ah, c'est un joli bruit. Effectivement. C'est un joli bruit. Alors, en improvisation... C'était pas prévu, mais allons-y. Voilà. C'est un automne aux airs de printemps. Le chant des oiseaux est trompeur. Je l'attends patiemment. Je ne sais pas si elle va m'embrasser. La couleur de la pierre approche celle du feu, des amoureux se retrouvent. Ils entortillent leurs bras infiniment sur leur corps habillé sans frontières. Leurs mains fusionnent au flux du désir et emportent mon regard rêveur. J'ai le cœur serré, j'ai déjà envie de lui sauter au cou. Lorsque je la vois la première fois, la lumière de ses yeux m'impressionne.
Ces pupilles d'un noir profond aux étincelles sanguines m'interpellent. J'y trouve le reflet de l'intelligence subtile. L'incandescence perçue est une ode à sa fureur de vivre. Un grain de beauté déposé sur son front, voisin de son sourcil gauche, attire mon regard. C'est un point qui appelle à la délicatesse. Il m'a immédiatement donné envie de dessiner son visage. C'est une façon de le caresser, de m'imprégner de sa présence dans la chair de ma mémoire, de m'imbiber de chaque détail, de fixer le velouté de sa peau, d'emporter un peu d'elle avec moi. Ses cheveux flottent. Des boucles accrochent souvent le vent, des doigts cherchent à jouer à cache-cache avec les vagues de ses mèches brunes. Caresser sa nuque et poser mon front contre le sien, cette coriace vision ne me lâche plus. Nous nous retrouvons souvent, des joies renouvelées où bouillonnent nos échanges. Le glissement vers l'élan intime devient mon ardent quotidien. Suis-je plus qu'une amie ? Une soirée chez elle à parler, rire et passer au tamis les aventures de nos vies où nous partageons aussi nos perles poétiques. Au sommet de la beauté, Pasolini accompagne toujours ses pensées. Elle me lit en italien son poème préféré, Al Sole. Sa bouche divine, sa voix scintille, les mots précieux, ils cognent et dansent. Au dernier mot, voile et sognard. Elle lève les yeux, ne plus résister. J'ai chaud et froid. C'est l'instant de l'appel. Je m'approche. Elle ne dit rien. Je ne sais pas son regard. Je ferme les yeux comme pour la voir magnétique. C'est elle qui décide du destin. Elle m'embrasse. Nous dévorons nos bouches enlacées. Et depuis, mes mains n'ont plus envie de quitter les siennes. C'est beau. Bravo Valérie. C'est beau l'amour. Hein. À suivre. Ouais, c'est beau l'amour. Il n'est pas terminé. Ouais, c'est beau l'amour. C'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours peur de m'investir et de me lancer. Parce que j'ai peur que l'amour se termine. Alors je ne prends pas de risque. C'est con. On va tous mourir. On est tous là. Alors autant vivre. Ouais, effectivement. Merci pour ce beau texte. Ouais, bravo. Bravo. C'était vraiment très très beau. Très Annabelle, beau. rappelle-nous le titre de ta chronique ce soir et tu as parlé de... Eh bien, des personnes séropositives, et notamment être séropositif au travail. Comment ça se passe ? Et pour toi, une Antoine ? Brève histoire de l'opinion publique. Étienne ? De la BD Hugo et Gay de Duc Bart. Et on a terminé avec toi. Alors, un très beau cadeau de Noël, pensez-y, Stonewall sous vos sapins. Merci, j'ai été vraiment ravi d'être avec vous ce soir. C'était un plaisir. Merci à la réalisation Nathan Hilero. À très vite pour une prochaine aventure. D'ici là, portez-vous bien et surtout lancez-vous et écoutez nos émissions sur les différents supports. Ils sont nombreux, Annabelle. Oui, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Ouais. Et là, il y a les réseaux sociaux aussi, Brahim. Et les réseaux sociaux, bien sûr. Instagram, Facebook, Twitter. Et en milieu d'émission, eh bien, notre émission en ligne, bien sûr, grâce à notre ami Nathan. Bonne semaine à toutes et à tous et à très vite. On vous embrasse. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.